L'intelligence artificielle, tout le monde en parle. On a l'impression que ça va absolument tout changer. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière le rideau, au-delà des gros titres? Allez, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache sous la surface de cette révolution. Aujourd'hui, quand on interagit avec une IA, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on tape du texte dans une boîte, c'est à peu près tout. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment ça l'avenir? Est-ce qu'on va se contenter de ça? C'est le point de départ de toute notre réflexion. Et la réponse c'est non. Bien sûr que non. Il faut voir beaucoup plus loin que cette simple boîte de dialogue. C'est là qu'on entre dans la première grande idée, ce qui se passe au-delà de la zone de texte. Alors, de quoi parle-t-on exactement? D'un concept qui vient de chercheurs de Stanford appelé la GenUI, pour interface utilisateur générative. L'idée est franchement géniale. Imaginez, au lieu de juste vous donner une réponse en texte, l'IA construit, là sous vos yeux, une petite application, un outil interactif parfaitement adapté à ce que vous voulez faire. Et là, quand on met les deux côte à côte, la différence est juste énorme. Ce n'est pas juste un chatbot un peu plus malin, non, c'est une toute autre façon d'interagir. D'un côté, on est passif, on lit un pavé de texte, de l'autre, on devient actif, on clique, on manipule des outils. Le résultat, c'est que ça demande beaucoup moins d'efforts au cerveau et on va beaucoup plus vite. Ok, tout ça c'est la partie logicielle, c'est génial. Mais cette révolution, elle ne flotte pas dans le cloud comme par magie. Elle a un coût physique, bien réel. Derrière les écrans, il y a une bataille sans merci pour les ressources. C'est un peu les Hunger Games de l'IA. Et pour comprendre ça, il suffit d'écouter le PDG de Nvidia, l'entreprise qui fabrique quasiment toutes les puces pour l'IA. Il dit quelque chose d'assez fou. Le plus grand ennemi de l'IA, ce n'est pas la concurrence ou les algorithmes, c'est le manque d'électricité. Le vrai problème, il est là. Et pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, ce chiffre est assez parlant. Une seule centre de données moderne pour l'IA, ça consomme autant d'électricité que 2,5 millions de foyers. C'est comme si on allumait une métropole entière juste pour faire tourner des algorithmes. C'est colossal. Et évidemment, cette soif d'énergie, ça déclenche une guerre du matériel. Tout le monde veut la puce la plus puissante et la moins gourmande. Et on voit des géants comme Google qui débarquent avec leurs propres puces, les TPU, qui sont non seulement moins chères, mais en plus plus performantes que celles d'Nvidia. La bataille ne fait que commencer. Bon, on a vu le corps, le matériel, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'IA? Est-ce que ça pense vraiment là-dedans ou est-ce que c'est juste une illusion? Pour essayer de répondre à ça, des chercheurs ont eu une idée. Soumettre l'IA à un test de raisonnement très connu, le casse-tête des tours de Hanoï. Les règles sont toutes simples, mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on ajoute un disque, la difficulté explose de manière exponentielle. C'est vraiment le test parfait pour voir si une machine est capable de planifier. Et les résultats sont sans appel. Avec 3 ou 4 disques, facile, l'IA y arrive. Mais dès qu'on passe à 7 ou 8 disques, ce qui n'est pas beaucoup plus en fait, son taux de réussite s'effondre. Il tombe à presque 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça suggère que l'IA ne réfléchit pas vraiment à une stratégie. En fait, elle se contente de copier des solutions qu'elle a déjà vues, elle imite. Et cet échec, il nous plonge au cœur d'un débat immense qui agite tous les experts de l'IA. Il y a deux camps. Le premier dit, continuons avec les modèles de langage actuels, les LLM, il faut juste les rendre encore meilleurs pour imiter. Et le second camp répond, non, on fait fausse route, il faut tout changer et créer des modèles du monde, des IA qui comprennent vraiment comment les choses fonctionnent. C'est un vrai carrefour. Mais au fond, qu'elle pense vraiment ou qu'elle imite à la perfection, une chose est sûre, l'IA est déjà en train de bouleverser notre économie. Et pas juste un peu, c'est un changement radical qui est en train de créer ce que certains appellent l'économie de la pyramide inversée. L'image est simple. Avant, on avait une pyramide classique, une large base de travailleurs, et puis ça se resserrait vers le haut. Maintenant, on retourne complètement la pyramide. Il y a un sommet minuscule, tout petit, qui crée et récupère une quantité absolument gigantesque de valeur et une base très large avec beaucoup moins de soutien. Pour que ce soit bien concret, regardez ce chiffre, 30 000. C'est le nombre de personnes qui travaillent chez Nvidia. Une entreprise qui, avec seulement 30 000 employés, vaut aujourd'hui plus que toute l'économie du Japon, le PIB du Japon tout entier. C'est exactement ça, la pyramide inversée. Une valeur immense concentrée dans les mains de très peu de gens. Et ça inquiète, même au plus haut niveau. Un ancien patron de Google Taïwan le dit sans détour. L'IA crée une sorte de classe de surhomme à la productivité délirante et son avertissement est glaçant. On pourrait se retrouver avec 1% de la population qui contrôle 99% des richesses. Alors, face à ça, la question qu'on doit tous se poser, c'est comment on fait pour naviguer là-dedans? Alors, concrètement, comment s'en sortir? Comment faire pour non seulement survivre, mais même, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu dans ce nouveau monde? Voici quelques pistes. Un petit guide de survie. Il y a une métaphore que je trouve très parlante, c'est celle du thon. Un thon, s'il arrête de nager, il meurt, il ne peut plus respirer.
Eh bien, à l'ère de l'IA, c'est un peu pareil pour nous. Apprendre, s'adapter en permanence, ce n'est plus une option pour avancer, c'est une obligation pour ne pas couler. Mais alors apprendre quoi? L'objectif, ce n'est pas forcément de devenir un expert en code. Non, l'idée, c'est de développer une agilité intellectuelle, de savoir résoudre des problèmes complexes. Ça passe par quoi? Par comprendre la logique, la structure, avec des outils comme la programmation, par savoir lire le monde à travers les données, mais aussi, et c'est crucial, par comprendre comment fonctionne la machine la plus intelligente qu'on connaisse, le cerveau humain, et comment fonctionne le monde physique qui nous entoure. C'est un mélange de tout ça. Au final, on se rend compte que ça va au-delà des compétences techniques. Le plus important, c'est de cultiver des qualités humaines. On pourrait presque parler des vertus d'un général, comme dans l'art de la guerre, la sagesse pour voir ce qui compte, l'intégrité pour ne jamais arrêter d'apprendre, le courage de se transformer et la discipline pour corriger ses erreurs. C'est avant tout un état d'esprit. On termine donc avec cette image, celle d'une vague immense. Face à cette vague de l'IA, la question fondamentale est celle-ci. Est-ce qu'on choisit de nager à contre-courant avec force ou est-ce qu'on se laisse simplement porter en espérant que tout se passe bien? Le choix de la direction à prendre, il nous appartient, à tous, collectivement.